Bienvenue dans le débat, il est consacré aux États-Unis. Kamala Harris, la vice-présidente et candidate malheureuse à la présidentielle, supervise aujourd'hui même au Congrès la certification de l'élection de Donald Trump. Une procédure classique du droit américain, mais qui fait plus débat depuis l'assaut du Capitole par les soutiens de Trump il y a 4 ans. C'était le jour de la certification de l'élection de Joe Biden. Les insurgés évoquaient une élection volée par le démocrate, élection d'ailleurs jamais reconnue par Trump. Ils sont 1 millier à avoir été condamnés pour cette insurrection. L'investiture de Donald Trump a lieu dans 2 semaines. Le président élu a déjà affirmé qu'il pourrait les amnistier. Les premiers décrets de Trump devraient inclure également la hausse des droits de douane et l'expulsion de migrants. Alors on va revenir sur cette journée de certification de l'élection de Trump par le Congrès. Comment Kamala Harris va-t-elle réagir? Trump va-t-il gracier les insurgés du 6 janvier? À quoi va ressembler son nouveau mandat? Quels seront les tout premiers décrets le jour de son investiture sur les droits de douane, sur l'expulsion des migrants? Quel impact géopolitique alors qu'Elon Musk soutient l'extrême droite en Europe sur X et que Zelensky a évoqué la paix en Ukraine. On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes avocat international, vice-président de France-Amérique. Bienvenue à vous. En face de vous, Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue également. Merci. Patrick Martin-Génier, bonsoir, enseignant à Sciences Po. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales et auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? C'est un bon sujet en 2025 et c'est aux éditions Study Rama. La sécurité est maximale en ce moment autour du Capitole. 4 ans après l'assaut des soutiens de Trump le 6 janvier 2021, Kamala Harris a donc ouvert la séance du Congrès. Elle supervise cette certification par les membres du Congrès de l'élection de Donald Trump. On fait d'abord un point en image avec Romain Michelon. Le 6 janvier, c'est le jour où la démocratie américaine a vacillé. Il y a 4 ans, des centaines d'émeutiers pro-Trump s'en prennent au Capitole. Ils veulent empêcher l'élection de Joe Biden d'être certifiée. Près de 800 manifestants parviennent à entrer. Les élus sont évacués. Une journée émaillée de violence. 4 manifestants meurent ce jour-là. Un policier décède d'une crise cardiaque le lendemain. Alors que le Congrès certifie ce lundi la victoire de Donald Trump, le président encore en poste met les élus en garde. Vous savez, il y a 4 ans, le 6 janvier, ce Capitole a été attaqué par une foule violente. Maintenant, il est de votre devoir de dire la vérité, de vous souvenir de ce qui s'est passé et de ne pas laisser le 6 janvier être réécrit ou même effacé. Référence à peine voilée au président élu Donald Trump, lui qui a récemment qualifié le 6 janvier de journée d'amour à son égard et qui a apporté son soutien aux participants condamnés. Au total, environ 1500 personnes inculpées, plus de 800 condamnés, dont certains à des peines très lourdes, comme Enrique Tarrio, ex-chef du groupe suprémaciste d'extrême droite Proud Boys, qui a écopé de 22 ans de prison. Des sanctions dénoncées par Donald Trump lors de sa campagne. Libérez les otages du 6 janvier maintenant. Ils devraient les libérer maintenant pour ce qu'ils ont traversé. Depuis, il a même promis leur amnistie après son investiture le 20 janvier prochain. Les avocats de certains accusés ont par exemple déposé des recours pour reporter leur audience. Un autre prévenu a même décidé de demander l'asile au Canada en attendant le retour de Donald Trump au pouvoir. Hélène Kuntz, alors on va regarder ces images en ce moment au Congrès. Cette certification, finalement, est-ce qu'elle reste une formalité malgré ce qui a pu se passer le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole? Oui, alors je suis à la fois fière et meurtrie par ce que l'on voit là, parce que c'est tout bonnement la 3e fois qu'il y a un vice-président qui certifie leur propre défaite. Le vice-président est chef du Sénat. Il y avait Richard Nixon, il y avait Al Gore et maintenant Kamala Harris qui certifient leur propre défaite. Et c'est pour ça que je dis que je suis fière, parce qu'il faut pouvoir reconnaître la validité des résultats qui ne plaisent pas à son camp. C'est très fondamental dans la démocratie. Et là, tout de même, je suis meurtrie parce qu'on livre la démocratie à des gens qui sont fondamentalement contre. Elle pourrait refuser de le faire, de certifier Pas finalement légalement. cette élection de Trump? Non, pas légalement, pas moralement, pas éthiquement. Donc, je pense qu'elle met un point d'honneur à le faire dans les règles de l'art et ça devrait être juste un simple enregistrement parce que c'est valider ce qui était décidé par le peuple américain.
Jean-Claude Beaujour, mais évidemment, simple formalité, vous dites aussi, même si on a ces images, bien sûr, de l'assaut du Capitole, des soutiens de Trump il y a 4 ans en tête, on sait aussi que le Capitole est très sécurisé, particulièrement sécurisé cette fois. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La certification, et la certification, il y a 4 ans, ne posait pas de problème, parce que Mike Pence était certifié et il était prêt à remplir ce devoir démocratique, cette formalité. En revanche, ce qui a posé problème, et c'est ça le vrai sujet, c'est que Donald Trump, le président battu, avait appelé ses partisans à se battre pour faire reconnaître que l'élection avait été volée. Et donc, a également marché sur le Capitole. C'est cela le vrai sujet. Et un certain nombre de gens sont allés jusqu'à accéder au Capitole, donnant le résultat que vous avez vu avec ces photos. Donc oui, ça c'est une violation de la loi et ça a mis à mal la démocratie américaine, mais qui a résisté. Elle a résisté. On peut dire qu'aujourd'hui, elle résiste. Patrick Martin-Genier, justement, comme vient de dire Hélène Kuntz, a priori, il va y avoir certification des différents membres du Congrès, parce qu'en fait, ils sont tous réunis pour certifier ces grands électeurs dans les différents États. C'est très procédurier comme démarche. Et là, on voit Kamala Harris qui ensuite supervise toute cette procédure. 312 votes pour Trump contre 226 pour Kamala Harris. De toute façon, elle n'allait pas contester. Non, il est impossible de contester. Vous savez, moi j'étais à New York le soir du 5 novembre, j'étais au Rockefeller Center, puis on voyait bien dès les premiers résultats que Trump allait avoir une avance. Donc on voyait, il y avait tant de délégués pour tel État, tant d'autres délégués pour d'autres États. Donc c'est une formule, si vous voulez, c'est une procédure, tout ce qui est plus formel. Et au Congrès des États-Unis, eh bien, on prend acte de cette élection, il n'y a strictement aucun problème. Ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'était véritablement une insurrection, un mouvement insurrectionnel qui avait été effectivement, on va dire, impulsé par Donald Trump lui-même, même si aujourd'hui, la Cour suprême reconnaît que Donald Trump ne peut plus être poursuivi pour les actes qu'il a commis en cours de mandat. En revanche, lui, Hélène Kuntz a affirmé qu'il allait peut-être amnistier les personnes qui ont été condamnées pour des faits de sédition et de conspiration. 1500 personnes ont été arrêtées à l'époque sur les 2500 présentes. 650 condamnées à des peines de prison qui vont de quelques jours à 22 ans de prison. Va-t-il effectivement les gracier dans 15 jours, puisque c'est dans 15 jours que l'investiture de Donald Trump a lieu? Alors, je ne vous cache pas, je crains le pire. Je ne suis pas optimiste parce que je trouve que dans l'ensemble, l'intention n'est pas bonne là. Et on peut effectivement gracier des gens, il a la possibilité légale de le faire, mais quel dommage d'envoyer ce message au peuple américain. Vous savez, maintenant, ça va être très compliqué, puisqu'on a une criminelle condamnée qui est légalement élue. Ça va être très dur de dire aux uns et aux autres qui vont postuler pour des postes, pour dire vous avez commis des crimes, on ne peut pas vous prendre. Vous voyez, jusqu'alors, c'était l'usage, ça. Donc, je trouve que tout ce qui tourne autour de la criminalité change de ton. Oui, vous êtes d'accord là-dessus ? Une précision. Donald Trump a indiqué qu'il gracierait ceux dont l'infraction a été commise durant les 9 premières minutes. Alors ça, c'est une... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc, je ne sais pas très bien. Donc, ils vont peut-être reprendre les PV des audiences et considérer qu'un tel a agi pendant les 9 premières minutes et qu'après, il s'est arrêté, il a été derrière, devant. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Et puis, la deuxième chose, souvenez-vous, dans l'extrait que vous avez passé... Ça sera au cas par cas, du coup. Oui, ça sera au cas par cas. Ça ne sera pas une amnistie de groupe. A priori, ça serait au cas par cas. Et puis, gardez bien à l'esprit dans le reportage que vous avez montré, il dit bien il est temps de libérer les otages. Je rappelle que ce sont les gens qui sont en prison au regard d'une décision judiciaire ou parce qu'ils ont été, s'ils ne sont pas encore complètement jugés, ils ont été inculpés par un juge, donc par une décision judiciaire. Un otage, c'est quelqu'un qui est illégalement détenu ou illégalement privé de sa liberté. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et ce qui est dramatique, c'est que ça bouscule les institutions, ça remet en cause le principe de la séparation des pouvoirs et puis de la justice. Et ça peut Parce être qu'il n'est pas chef de la justice. Et la personne qui sera bientôt le chef de la justice, c'est une jeune femme de la Floride, où il y a beaucoup de ces nominés qui sont de la Floride. Elle n'a pas forcément à cœur de garder son indépendance. Mais alors un mot justement sur cette amnistie probable le jour de l'investiture de Trump, ça serait une espèce d'acte, une sorte de marqueur en fait pour Donald Trump de dire vous êtes finalement innocent, vous m'avez soutenu depuis le début. Certains d'ailleurs des condamnés
brandissent un peu leur condamnation comme un trophée aujourd'hui. Oui, vous savez, vu de Donald Trump, ce sont des détenus politiques. Il parle d'otages, on va dire que pour lui, ce sont des détenus politiques qui ont été de son côté depuis le début, qui sont injustement poursuivis. Mais attention, moi je pense que l'amnistie, elle sera plus importante que ce qu'on nous croit, parce qu'il y a aussi d'autres personnes. Je pense à l'avocat new-yorkais Giuliani, qui a contribué à croire l'idée selon laquelle cette élection lui avait été volée. Un avocat qui aujourd'hui est poursuivi, rayé du barreau, qui ne peut plus exercer, qui est ruiné. Donc je pense qu'il y a des gens proches de lui qui l'ont soutenu jusqu'au bout, qui seront effectivement graciés. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ces partisans de Donald Trump, pensent qu'ils défendent la démocratie, Hélène Kuhn, ça, ils le disent. Oui, on est dans une désinformation qui est extrêmement difficile à résoudre. Et vous savez, c'était, au fait, le Congrès a été assermenté vendredi dernier. On a le chef de la minorité, qui est donc Hakeem Jeffries, du côté démocrate. Le démocrate. Voilà, qui a pris la parole. Et ses premiers mots, c'était de dire « Je félicite Donald Trump d'avoir gagné. » Et toute la partie républicaine, les MAGA, ils se sont mis debout en applaudissements. Il a dit. Et aussi, il est important, je félicite aussi que de mon côté, personne ne nie les résultats des élections. Et c'était Ils n'allaient pas le faire, les démocrates, de toute façon. Non. Ils restent by the book, comme on dit en anglais. Ils restent dans les règles. On a à cœur. Peut-être que ça devient presque un problème de morale. Parce que la situation est bien plus grave qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une démocratie, vous altérez la réalité, les institutions seront mises en cause, l'autorité, souvenez-vous, pendant la campagne, Donald Trump, je suis désolé, mais il disait « Oh ben oui, on a mangé des Haïtiens, des migrants haïtiens, on mangeait des gens. » Eh bien, on me l'a dit, même quand on disait « Mais l'autorité, on me l'a dit. » Si je peux me permettre Mais comment on transforme un mensonge, des mensonges en vérité? Parce que c'est ça qui s'est produit pendant ces 4 ans. On se souvient quand même qu'il avait dégringolé dans les sondages, Donald Trump, juste après l'assaut du Capitole. Personne, le 6 janvier 2021, ne pensait qu'il allait retourner au pouvoir, Donald Trump. C'est la sphère complotiste qui l'a emporté. Aujourd'hui, la vérité importe peu, finalement. C'est ce que disent certains réseaux, des réseaux sociaux d'extrême droite. On va parler d'Elon Musk tout à l'heure. Et donc, ça n'a plus grand-chose à voir avec la vérité. C'est comme sur l'immigration. Simplement, sur l'amnistie, je voudrais rappeler une chose, c'est que Joe Biden a récemment gracié son fils, qui lui-même était impliqué, Hunter Biden, dans certaines affaires. Donc, quelque part, ça accroît l'idée selon laquelle cette grâce, cette amnistie, c'est un pouvoir complètement discrétionnaire et qui est fait lorsqu'effectivement, certaines personnalités ou membres de la famille sont proches du président des États-Unis. Oui, mais il est important de dire pour Hunter Biden, quand vous dites des affaires, c'était très précisément un problème de prise des substances illicites et non pas des affaires dans le style des armes, dossiers. D'accord, mais c'était mentir à la justice également, parce qu'il a menti sur les modalités de pourquoi il portait une arme, si vous voulez. Voilà, donc c'est vrai que il y a aussi des choses, il y a 2 poids 2 mesures qui n'a strictement rien à voir avec le pardon que va accorder Donald Trump à ses émeutiers. Qui sera effectivement la grande décision, l'un des premiers décrets dans 2 semaines exactement. Alors dans ce contexte, l'Amérique de Donald Trump 2.0, ce sont aussi donc ces autres décrets qui devraient signer, justement, on en parlait il y a un instant, la hausse des droits de douane. Il est revenu sur cette hausse des droits de douane aujourd'hui sur X, sur son réseau, en disant que les droits de douane devaient tout emporter et que c'est comme ça qu'ils allaient justement réduire ce fameux déficit. Là, ça crée évidemment tout un ensemble de réactions. Bon, on a vu que Justin Trudeau, d'ailleurs, a donné sa démission aujourd'hui, le Premier ministre canadien. En Europe, on redoute cette hausse des droits de douane, beaucoup. En Chine, ça crée des remous. C'est un petit peu le premier chaos économique qui sera provoqué par Donald Trump, ça, le 20 janvier. Oui, alors je m'interroge sur ça parce qu'il est certainement mieux conseillé qu'on peut l'imaginer. Et il doit aussi comprendre la difficulté de compréhension de c'est quoi ces hausses. Ils ne sont pas ponctuels, ils sont sur tout plein de choses et les conséquences risquent d'être graves. Mais on revient, vous dites, Trump 2.0, sur le chaos qu'on avait connu en 2017, où tous les matins, on va se lever en craignant de lire les tweets et autres truths social. C'est l'imprévisibilité, en fait, qui sera de retour. Oui, mais en même temps, ça décharge quand même. Vous savez, dans toute élection, vous avez des propos de campagne, et puis après, vous faites face à... Mais là, il en reparle sur X aujourd'hui, ces droits de douane. Propos de campagne, droits de douane, sauf qu'un certain nombre de ses conseillers économiques lui disent attention, monsieur le futur président, dans quelques jours, on sera en responsabilité. Si vous augmentez généralement de 10 à 20%, vous allez toucher des produits
de grande consommation qui vont coûter excessivement cher au peuple américain, et donc il y a un risque d'inflation. Donc de ce point de vue, alors, il y a de l'hésitation, c'est la raison pour laquelle on est plutôt sur aujourd'hui de l'hésitation. Tout n'est pas réglé, ça serait plutôt des éléments qui touchent, dit-on, à la sécurité économique des États-Unis. Donc, c'est-à-dire quel type de produit? Donc, alors on parle de matières premières, de métaux, on parle de choses de ce genre, probablement de produits industriels, mais on n'est plus sur tout ce qui est agroalimentaire et puis tout ce qui est textile, par exemple. On ne serait plus là-dessus, parce qu'il faut encore parler au conditionnel, parce que même le secrétaire d'État Bessane, qui a été pressenti, est encore très hésitant là-dessus. Oui, Patrick Martin-Genier, est-ce que l'Europe s'y prépare? Elle s'y prépare, enfin, elle sait que ça va arriver, cette hausse des droits de douane. Je ne sais pas si elle s'y prépare. En tout cas, elle s'y prépare de façon divisée. On voit les différents dirigeants européens qui ne seront certainement pas d'accord avec la politique que voudra mener l'Union européenne vis-à-vis de Trump. On a vu récemment Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, se rendre à Mar-a-Lago. On a vu Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, se rendre à Mar-a-Lago. Donc on voit bien que si l'Europe se prépare, elle est divisée aujourd'hui. Même Madame Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a dit qu'il ne fallait pas répondre œil pour œil, dent pour dent aux impositions que pourrait décider Donald Trump. Mais attention, il fait ce qu'il a dit. Il y a 4 ans, il avait imposé 10% de taxes à des produits tels que l'acier. Vous parlez des métaux, l'acier, l'aluminium. Et donc, je pense, oui, qu'il ira carrément là-dedans. J'ai écouté un de ses discours de campagne où il faisait une véritable obsession contre Angela Merkel, qui a quitté le pouvoir il y a plusieurs années. Et il disait, moi, je ne vois que des voitures allemandes aux États-Unis, donc ce n'est plus possible. Donc il a fait une obsession là-dessus. Et je pense que oui, il va imposer des taxes. On parle des conseillers. Espérons que les conseillers lui donneront peut-être un peu plus de prudence dans la mise en place de ces taxations. Ils ont parlé de 25% au Canada, 25% au Mexique. Ça pourrait aller jusqu'à 60% en Chine. Donc on verra bien ce qu'il en est. En Europe, on parle aussi de 20%. De 20%. Tout à fait. C'est quand même, En fait, son idée, c'est je lance un ballon et je vois comment ça réagit. Ça va être aussi, c'est-à-dire qu'il fait le forcing. Il se dit, tout ce qui est lancé, et vous venez d'indiquer comment est-ce qu'on peut parfois faire des propositions saugrenues, c'est pas très grave. Il lance et puis il se dit, je négocierai, ça me permettra de négocier finalement toujours à la hausse. C'est cela son idée. Oui, mais c'est très grave, cette agressivité envers, on est bien d'accord. les alliés. Non, nous sommes parfaitement d'accord. Des autres pans du monde, je me demande comment ça va se passer. Là où je suis d'accord avec mon voisin, Patrick Martin-Genier, l'idée c'est comment l'Europe va réagir. Si on va en bande séparée, je veux dire, alors on sera mangé tout cru. et comme vous le dites, elle est bien divisée, cette Europe. Hélène Kuntz, vous qui êtes à Paris depuis si longtemps, l'Europe, elle va devoir quoi, se passer de l'Amérique? Non. C'est un peu ça, non? Ça va être... Alors, moi, je crois ce qu'il dit. Je suis comme vous. Je pense que c'est un chef d'État. Il faut le prendre au mot. Et on a Les marchés ne vont pas aimer, d'ailleurs, les mesures protectionnistes. On a un très mauvais souvenir, justement, par exemple, sur le soja en 2018 et 2020. 2018-2019, il a fait des droits de douane sur le soja qui a ruiné un grand nombre de fermiers aux États-Unis. Et alors, on va avoir Parce que les conséquences aux États-Unis peuvent être aussi très négatives. Les conséquences, c'est absolument pour le consommateur américain qui ne maîtrise pas. Alors, c'est quand même un cours je pense, sous le contrôle de mon confrère, de 3e année en économie, quand même, les douanes tarifaires. C'est pas à ce point facile à comprendre comme concept. Et surtout, aux États-Unis, on n'a pas de produit de substitution. Nous n'avons pas de produit de substitution. Donc mais vous savez, c'est toujours plus simple, en toute franchise. Quand vous regardez la campagne de Donald Trump, et puisqu'on est en Europe, vous regardez aussi un certain nombre de campagnes, il est toujours plus facile de réduire certains messages de manière très simple et de dire tout ce qui nous arrive, et c'est le problème des démocraties, tout ce qui nous arrive, c'est la faute à l'étranger, économique, population, etc. Et donc, voici les mesures qu'on entend prendre. C'est cela la méthode, pas simplement Donald Trump, mais aussi parfois ailleurs. Oui, mais c'est populaire, en fait. Oui, c'est absolument populaire. Mesures protectionnistes. C'est populiste. On peut peut-être avoir une petite divergence d'appréciation, c'est que pour moi, Donald Trump n'est pas un homme d'État. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. On est d'accord. Et il a été à Mais la là, c'est tête pas de la forcément Trump. bon pour le business. Non, mais c'est pas bon pour le protectionnisme. business, mais c'est quelqu'un qui a toujours été habitué. Mon voisin est avocat d'affaires. Il a toujours été habitué à négocier des contrats internationaux. Faire des deals. Voilà, c'est un deal. Et donc, eh bien, il va dire, moi, je veux gagner. C'est la visite qu'il avait faite à Emmanuel Macron il y a quelques années où j'avais dîné à la Tour Eiffel. Il lui avait dit, Emmanuel,
Emmanuel, si tu continues, moi j'augmente les droits sur le vin de 100%. Et là, effectivement, l'Europe a renoncé à imposer des taxes. Oui, mais c'est terrible de régler, Et l'instrument. d'être à ce point transactionnel pour son propre ego. Il ne devait peut-être pas être chef d'État alors s'il ne peut pas arranger son propre ego, parce que les conséquences ne sont jamais pour lui. La seule chose où là j'ai un tout petit peu d'espoir, c'est que, on va en parler d'Elon Musk, là pour le coup, il a trouvé peut-être plus fort que lui là. Alors justement, il a trouvé plus fort que lui. Vous dites, ah bon, Elon Musk, le phénomène Elon Musk, qui prend des positions politiques à tout va sur son réseau social X. En l'occurrence, il défend l'extrême droite, il défend l'AfD, le parti nazi en Allemagne. Il est très violent à l'égard du Premier ministre britannique, Keir Starmer. On fait un point en image avec Camille Dutin. Imposer sa vision en influençant la politique, c'est la mission que s'est fixée Elon Musk, bras droit du futur président américain. L'homme le plus riche de la planète ne compte d'ailleurs pas se limiter aux États-Unis, désormais dans son viseur, l'Europe. Récemment, c'est au Royaume-Uni qu'Elon Musk a multiplié les ingérences. Sur son réseau social X, il appelle à la libération d'une figure de l'extrême droite, Tommy Robinson. Libérez Tommy Robinson. Le militant identitaire est accusé entre autres d'avoir attisé les violences anti-migrants qui ont éclaté cet été dans le pays. Elon Musk réclame aussi la démission du Premier ministre britannique, Keir Starmer. Starmer doit partir et il doit être poursuivi pour sa complicité dans le pire crime de masse de la Grande-Bretagne. Il lui reproche de ne pas avoir enquêté sur un vaste réseau pédocriminel en 2013, alors qu'il était à la tête du service du procureur. De fausses accusations. Déstabiliser les gouvernements en place, c'est la méthode qu'Elon Musk essaye aussi d'appliquer en Allemagne. Alors que de nouvelles élections doivent se tenir en février, l'homme d'affaires a annoncé son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite. Une déclaration qui a fait réagir le chancelier allemand. Ce n'est pas aux propriétaires de réseaux sociaux de décider. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui détermine ce qui se passera ensuite en Allemagne, mais plutôt la grande majorité des personnes décentes et raisonnables. Mais cette volonté de pousser sur le devant de la scène des partis autoritaires pourrait aussi servir les intérêts économiques de l'homme d'affaires. Il pense que les gouvernements d'extrême droite ou populistes pourraient être plus favorables à ses intérêts économiques. Cela pourrait devenir plus simple pour lui de gérer ses affaires comme il l'entend dans beaucoup de pays, surtout en Europe où il y a une réglementation, comme pour le droit du travail, qui est plus stricte qu'aux États-Unis. Avec ses prises de position en Europe, Elon Musk a montré qu'il n'hésiterait pas à mettre son réseau social et sa fortune au service de ses ambitions politiques. Hélène Kuntz, pourquoi vous disiez qu'il a trouvé son maître finalement, Donald Trump, avec Elon Musk? Parce qu'en fait, il va rentrer au gouvernement dans 15 jours, ça c'est sûr. Oui, alors il n'a aucune expérience en tant que parlementaire. Il sera le chef d'une agence qui n'existe pas encore, qui doit être validée par le Congrès. Mais, une agence qui doit couper les coûts au sein de l'État. Oui, mais il n'y a pas moyen d'enlever les 2 trilliards, sauf à couper des choses pour des gens qui ont déjà payé des choses. En tout cas, moi, je vois une avalanche de conflits d'intérêts qui est insupportable. Monsieur Musk a plus de 300 contrats à travers ces différentes sociétés avec l'État fédéral américain. Donc, qu'il prend les rênes de l'État tout en ayant des contrats dans ces entreprises privées, je vois que des conflits d'intérêts là. Conflits d'intérêts, mais ça ne l'empêche pas justement d'avoir un ministère. C'est ça la contradiction aux États-Unis. Non, ce n'est pas une contradiction parce que juridiquement, dans le pays de la loi, du judiciaire, le président peut, parce que c'est un régime présidentiel, le président peut nommer un certain nombre de personnalités à la tête d'un certain nombre d'organisations. Il y a 2 soucis ici. Tout d'abord, M. Musk n'est pas élu et on a le sentiment que le vice-président élu a disparu. Oui, on ne le voit quasiment pas. J.D. Vance, c'est vrai qu'on n'entend plus vraiment parler de J.D. Vance. On a le sentiment qu'on a changé un petit peu d'institution. On a là quelqu'un qui n'est pas encore... le président n'est pas encore véritablement en poste et on a un membre de sa future administration qui fait en quelque sorte la politique, en tout cas, il donne le sentiment de faire la politique étrangère américaine. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe parce que c'est l'ensemble des Américains qui pourraient se mordre les doigts, y compris ceux qui soutiennent Donald Trump. C'est une vraie difficulté. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en mordraient les doigts? Après tout, il est très populaire, Elon Musk.
Vous savez, très populaire, diriger un pays et prendre des positions, soutenir un mouvement, s'ingérer, parce que là, il va jusqu'à s'ingérer dans ce qui se passe en Allemagne, et j'ai trouvé que le chancelier allemand a réagi avec beaucoup de calme, parce que ça aurait pu nécessiter une réponse collective de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens. Patrick Martin-Génias, est-ce qu'il ne faudrait pas une réponse collective plus oui. forte du côté des Européens? On voit le chancelier allemand tout seul face au micro dire vous attaquez la démocratie européenne. Je crois que on a l'impression quand même d'une Amérique forte, incarnée par des hommes forts, je veux dire, voilà, Elon Musk, et puis de l'autre côté, une Europe qui, effectivement, n'est peut-être pas suffisamment soudée pour être forte face à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Oui, absolument. J'ai eu l'impression qu'au début, l'Europe a été tétanisée. Moi-même, j'étais choqué de la façon dont Elon Musk se promenait dans la cathédrale de Notre-Dame lorsque celle-ci a été inaugurée. Comme s'il était chez lui en Europe, vous voyez. Et on a été tétanisés au début, et les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas beaucoup réagi. Mais là où ça ne va pas, c'est lorsqu'il accuse le Premier ministre britannique de complicité de crimes dans cette affaire sordide de viol de mineurs dans le gang des Pakistanais. C'est quand il va faire un dialogue ce jeudi, il va dialoguer avec Madame Weidel, Alice Weidel, qui est la chef de l'extrême droite allemande AfD. Et enfin, il va effectivement défendre l'extrême droite partout avec des thématiques racistes, des thématiques d'extrême droite. Et ça, c'est très grave. Nous devons réagir. On doit réagir de deux façons. Chaque État a la possibilité d'avoir des procédures judiciaires pour interdire à cette personne, tout milliardaire qu'il soit, de se mêler d'une campagne politique. Et deuxièmement, c'est l'Europe, la Commission européenne qui doit réagir, car nous avons une réglementation qui prévoit premièrement des amendes records, deuxièmement une possibilité de suspension de ces réseaux sociaux qui diffusent des messages de haine. Mais pour l'instant, la présidente de la Commission européenne n'a pas réagi à ces différents communiqués sur le réseau X de Elon Musk. Et là aussi, ce qui est mis à mal, c'est, vous savez, les 3 mois de transition, c'est parce qu'on change énormément du personnel. Par exemple, tous les ambassadeurs changent là. Tous les chefs des agences changent. Il y a à peu près 70 000 fonctionnaires et autres fonctionnaires qui changent. Donc, le futur ambassadeur envers tous les pays sont... Ils ne sont plus dans leur rôle. Leur rôle est complètement usurpé par ce Elon Musk. Ce que je veux dire, c'est que Musk, lorsqu'il va rejoindre l'administration républicaine, s'exprimera au nom du gouvernement américain. En d'autres termes, il sera impliqué dans le gouvernement américain. Et s'il continue, eh bien, ça va engendrer des conflits diplomatiques majeurs. C'est là que la Commission pourrait éventuellement, donc dans 15 jours, lorsqu'il sera effectivement officiellement au sein du gouvernement, la Commission européenne... mais mollement. Vous savez, moi, je pense qu'à situation différente, réactions différentes, c'est vrai que Donald Trump n'est pas encore président des États-Unis. De la manière dont il a été reçu, dont acte par le président Macron, puisqu'il était juste à ses côtés alors qu'il n'était pas encore élu, donc ça fait de lui quasiment un acting président, eh bien il aurait fallu très clairement qu'il y ait une réaction de l'ensemble des chefs de gouvernement européens et de la présidente de la Commission pour dire à Donald Trump stop, ça suffit, parce que si on ne le fait pas, et c'est exactement sa culture, c'est un homme de deal, il y va au forceps et il se dit je fonce et on verra bien. Si vous ne résistez pas, eh bien il continuera tout au long de son mandat à avoir ce type de comportement. En tout cas, à laisser faire ses collaborateurs. Emmanuel Macron a dénoncé aujourd'hui d'ailleurs lors de la conférence devant les ambassadeurs une nouvelle internationale réactionnaire soutenue selon lui par le milliardaire Elon Musk. Voilà ce qu'il a affirmé le président français Patrick Martin-Génias. C'est quand même intéressant cet homme d'affaires qui prend des positions en faveur de l'extrême droite. En quoi pense-t-il que l'extrême droite sera favorable aux affaires? Eh bien écoutez, il a un projet politique, mais économique également. Cela a été dit dans votre reportage. C'est quelqu'un qui pense que les politiques d'extrême droite seront bien plus favorables à son projet économique d'investissement. Il veut déstructurer Bruxelles. Il veut détruire la réglementation européenne. Il veut détruire la démocratie allemande. Donc il y a une volonté de déstabilisation. Et c'est une volonté de déstabilisation avec un message politique libertarien. C'est-à-dire qu'il veut démolir toutes sortes de réglementations qui vont l'empêcher de prospérer en Europe. C'est ça fondamentalement son objectif. Et au fond, il a fait un pari. Quand on voit la présidente Giorgia Meloni, lorsqu'on voit M. Orban, lorsqu'on voit d'autres gouvernements... Il parie sur les divisions de l'Europe, en fait. Sur les divisions de l'Europe, mais de plus en plus de gouvernements populistes et d'extrême droite. Regardez ce qui se passe en Autriche ce soir, où effectivement, eh bien, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Donc il parie sur ces organisations politiques d'extrême droite. Je pense aussi que c'est dans son idéologie
familial. Il est originaire de l'Afrique du Sud et ses parents étaient dans l'opposition, ils étaient pro-apartheid. Donc, je pense que même familialement, idéologiquement, c'est quelque chose auquel il adhère, au-delà de ses intérêts business. Et donc, ça serait un idéologue, pas seulement un homme d'affaires, je veux dire, dans idéologue, ce soutien mais aussi il se des dit, réseaux d'extrême droite. Il se dit également, c'est dans la même culture de Donald Trump, il installe le rapport de force avec 210 millions de followers. Il se dit, j'ai le pouvoir, je suis dans le rapport de force avec les autres, et à minima, même si les partis d'extrême droite n'arrivent pas au pouvoir, ne gagnent pas, pour lui, ça sera un moyen de pression pour obtenir ce qu'il souhaite obtenir des gouvernements occidentaux tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Et puis, alors, intéressant de voir son rapport avec Nigel Farage, le patron du Reform Party, ce parti d'extrême droite britannique. Il le soutient pendant un certain temps, Nigel Farage. Et puis, aujourd'hui, il veut le lâcher en disant qu'il faudrait que ce parti d'extrême droite que lui soutient trouve un autre leader. Donc là aussi, il y a des volte-face un peu Il y a des étonnantes. volte-face parce qu'en fait, il ne sait pas comment fonctionne le système institutionnel britannique. Rappelez-vous, il a demandé au roi de dissoudre le Parlement, comme si c'était au roi de dissoudre le Parlement. Donc, il ne connaît strictement rien. Nigel Farage, c'est effectivement, encore une fois, un homme politique d'extrême droite, l'architecte du Brexit, en quelque sorte, et il s'attendait à pouvoir le financer jusqu'à hauteur, je crois, pratiquement de 100 millions de dollars. Et maintenant, il est en train de renoncer. Il y a un conflit entre les deux hommes. Pourquoi ? Parce que, précisément, Nigel Farage ne soutient pas cet extrémiste activiste d'extrême droite. Ah, ce fameux, alors à raconter un peu, pour donner du contexte sur ce fameux activiste d'extrême droite qui est en prison en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et effectivement il s'appelle Jess Phillips. Ah non, c'est pas ça, pardon, je confonds. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais effectivement il est en prison et c'est lui, Tommy Robinson. Je vais Tommy Robinson, voilà. Donc, il a pris position en faveur de la libération de Tommy Robinson, Elon Musk, qui est cet activiste d'extrême droite que vous décrivez. Activiste d'extrême droite, vous savez, qui avait soutenu toutes ces émeutes racistes de l'été, qui avait été également soutenu par Elon Musk, mais surtout quelqu'un qui a interféré dans une procédure judiciaire au Royaume-Uni, et ça c'est un délit passible de prison. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il est en prison pour ces deux motifs, et Elon Musk en demande, exige sa libération. C'est une immixtion incroyable et inacceptable dans la vie politique et judiciaire britannique. Et donc il accuse en plus le Premier ministre, on l'a vu, d'être complice de crime, et donc c'est grave aujourd'hui de voir quelqu'un qui est capable d'avoir une telle influence. Alors, il faut se poser la question de savoir de sa réelle influence, parce que ça peut avoir un effet repoussoir, mais ça veut dire qu'il ne reculera devant rien. Effectivement, c'est une question de rapport de force. Mais moi, je suis persuadé qu'il en a déjà fait trop, et que s'il allait au Royaume-Uni un jour, il pourrait être interpellé, arrêté, pour avoir commis lui-même un crime au regard du droit du Royaume-Uni. Et vous pensez que c'est une façon de se défendre en Europe, finalement, peut-être de l'arrêter s'il arrivait avec ce bagage d'arguments contre les Européens? Alors, votre chiffre de 100 millions, ça me touche parce qu'on avait chiffré le patrimoine des 44 membres de l'administration Biden à peu près 100 millions de dollars. 100 millions pour 44 personnes. Ouais. Alors que l'administration qui arrive, c'est plus vers les 10 milliards pour les 44, en excluant Trump. Pour les 44 membres de l'administration Trump. Voilà, parce que c'est plusieurs milliardaires déjà. Mais si on inclut donc Elon Musk, c'est des sommes, on a énormément de mal même à les saisir. Parce que, à titre personnel, il y a 400 milliards. Vous voyez, une personne. Donc, 400 milliards de dollars. Oui. Donc, les 43 autres, c'est déjà une dizaine de milliards, ce qui dépasse des sommes folles. Mais qu'est-ce que ça dit de la démocratie américaine, justement, ça? En fait, le fait que... Le malaise américain, parce que finalement, vous dites vrai, et je vois bien le chiffre que propose Hélène, c'est que finalement, on a un gouvernement qui, à lui seul, dépasse les 500 milliards de dollars, un peuple qui a voté massivement, alors même qu'aux États-Unis, vous avez 800 milliardaires, mais vous avez 40 millions de pauvres, et vous vous souvenez très bien de l'endroit où nous faisions une interview récemment à Washington. On peut avoir un très grand hôtel et à côté des tas de gens qui n'ont même pas de quoi se payer un demi-repas. Dont certains d'entre eux ont voté Trump. Absolument. Donc c'est ça le paradoxe, c'est la capacité de faire croire aux gens qu'on va leur redonner, insuffler quelque chose. C'est probablement une perte de confiance aussi, et ça, les démocrates doivent prendre leur part de responsabilité. N'ont pas su avoir une doctrine politique assez forte qui aurait peut-être en 4 ans, mais c'est vrai qu'il n'y a eu que 3 mois de campagne, récupéré des Américains qui sont finalement à droite comme à gauche,
qui sont dépités. En fait, ils sont allés là parce qu'ils se disent on tente, on se laisse aspirer par le rêve du Make America Great Again, on va changer de vie, etc. Oui. Et les démocrates, justement, un mot, donc Kamala Harris qui va certifier cette élection de Donald Trump. Est-ce qu'ils vont réussir à vraiment réagir face à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je pense qu'ils visent... Alors, il y a un post-mortem qui se fait là pour vraiment comprendre en ce moment qui... Mais alors, il y a beaucoup de divisions au sein du Parti démocrate, justement, sur les leçons de l'échec de Kamala Harris. Certains disent que c'est à cause de Joe Biden, d'autres que... Il y a des elle a fait problèmes une de mauvaise génération. campagne. Il y a Alexandria Ocasio-Cortez qui est très jeune, qui occupe beaucoup de place dans les réseaux sociaux, qui est très appréciée, à combien même elle a elle-même beaucoup de followers. Elle est très à gauche. Elle est très à gauche, mais, enfin, pas à ce point, enfin, tout qu'on fait, mais elle n'a pas réussi à prendre la tête d'une commission et ça a été octroyé à quelqu'un qui a 75 ans. Donc, on n'est pas agiste, mais quand même, c'était pour montrer que la jeune génération a toujours du mal à percer même dans le côté démocrate. Et on attend quand même le bascule pour les midterms, mais c'est dans 2 ans. Et je pense que les 2 ans qui viennent, malheureusement, il y aura à ce point de dégâts parce qu'on n'arrive pas à en découdre avec cette avalanche de conflits d'intérêts, que ça soit Trump ou Musk. Enfin, c'est un niveau de conflit d'intérêts qu'on n'a jamais vu et je pense que le système n'arrive pas à le gérer et la Constitution va se voir mise à mal, là, pour le coup. Avec une Cour suprême, en plus, qui finalement... Qui est acquise à la cause de Trump. Mais Trump va continuer à être condamné là, dans le Hush Money Case, dans l'affaire où il avait caché de l'argent avec cette prostituée américaine. A priori, le juge veut continuer à le condamner. C'était une Star du X, pardon. Oui, mais justement, le juge, là aussi, ne va pas... Enfin, il a déjà dit qu'il ne le condamnerait pas à la prison. Donc, à la prison. Oui, mais voilà. c'est normal. C'est normal. Je veux dire, à partir du moment où il était élu... Pourtant, je suis juriste, vous avez un vrai problème. Mettre le président qui vient d'être élu en prison, c'est prendre le risque d'une révolution, d'une guerre de sécession, et donc ça n'était pas jouable. Donc ça veut dire que les procès, en tout cas pour Trump, c'est terminé. Mais c'était tous les autres procès qui ont été épongés qui sont terribles. Il y avait énormément de recherches fédérales avec Jack Smith et d'autres personnes qui étaient nommées pour rechercher et tout était tombé à l'eau. Un mot tout de même sur Donald Trump et sur la capacité qu'il va avoir à influer le monde. Volodymyr Zelensky, lui, dit vouloir échanger avec Donald Trump sur un plan de paix avant de négocier avec la Russie. Il l'a dit dans un entretien avec le podcasteur Lex Fridman hier soir. On l'écoute. Je vois que lorsque je parle de quelque chose avec Donald Trump, en personne ou simplement par téléphone, tous les dirigeants européens demandent toujours « Alors, comment ça s'est passé ?» Cela montre l'influence de Donald Trump et cela n'est jamais arrivé auparavant avec un président américain. Je vous le dis d'après mon expérience, cela vous donne également la certitude qu'il peut arrêter cette guerre. Trump et moi, nous parviendrons à un accord. Et puis, s'il peut offrir de solides garanties de sécurité avec l'Europe, et je suis sûr qu'il le peut, nous pourrons alors parler aux Russes. Voilà, il parle de son influence, l'influence de Donald Trump, le fait que justement, il pourrait peut-être y avoir... Il est rusé d'ailleurs, il veut parler à Donald Trump avant Vladimir Poutine, mais il le dit, les Européens lui demandent qu'est-ce qu'il vous a dit. Donc il y a cette espèce de phénomène Donald Trump qui est quand même... après l'Ukraine et après la Pologne, ça va être l'OTAN qui sera très mise à mal parce que Donald Trump dit très clairement que le maintien de l'OTAN n'est pas une priorité pour lui. Donc il faut vraiment prendre ça pèse quand même. Alors, je ne sais pas s'il faut... Moi, je n'explique pas les choses par cette influence qui serait à ce point. Le président des États-Unis a toujours eu beaucoup d'influence. C'est parce qu'on sait tellement que Donald Trump, à certains égards, peut être imprévisible dans les déclarations. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il a pu négocier. C'est plutôt parce que il est hors circuit diplomatique habituel. Vous savez, dans ce type de démarche, habituellement, même le président en transition, il y a des équipes, les équipes se parlent, elles se calent entre elles, elles savent ce que même une équipe entrante, elle dit à l'équipe sortante ce qu'elle va proposer, etc. Là, on n'est pas du tout, on est avec Donald Trump sur une démarche complètement nouvelle. Donc, on se demande, qu'est-ce qui s'est dit? Parce qu'au fond, finalement, c'est très aléatoire Mais sur l'Ukraine, il va y avoir, effectivement, il parlait d'une paix en 24 heures, ce sera peut-être pas si simple. En tout cas, Zelensky veut négocier avec lui au préalable. Donc, il y a un potentiel de négociation
pour Oui, un cessez-le-feu alors, peut-être. il veut négocier avec lui parce qu'il a senti que c'était le plus fort, la pièce maîtresse de l'échiquier. Bien sûr. Du chéquier peut-être aussi, mais de l'échiquier en tout cas. Hein. Et lorsque Zelensky dit « je veux d'abord parler à Donald Trump », c'est qu'il sait bien que c'est lui qui orientera les conditions de paix, pas forcément à l'avantage de l'Ukraine, mais pas nécessairement non plus à l'avantage de Vladimir Poutine. Ah bon, il lui donne le bénéfice du doute, vous pensez? Parce Oui, que je là, pense on qu'il faut disait lui quand même donner que le c'était bénéfice plutôt... du doute parce qu'il est imprévisible et il a bien dit qu'il voulait forcer même Vladimir Poutine, qui est affaibli aujourd'hui, à venir à la table des négociations. Donc effectivement, il y a des grands enjeux. Je rappellerai quand même Emmanuel Macron, nous sommes une grande puissance, ce matin a dit que rien ne se ferait sans l'Ukraine et sans les Européens. Donc il faut espérer que l'Europe soit aussi en capacité d'influer sur les futures négociations. Qu'est-ce que vous espérez de l'Amérique, justement, sur le conflit ukrainien, Hélène Kuntz, vous, aujourd'hui? Alors, pour tout ce qui concerne Donald Trump, je ne suis pas optimiste. Hein. Bon, je suis dans l'opposition, hein, mais je pense que l'intention n'est pas bonne et je pense à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a un désintérêt pour l'étranger, pour comment ça se passe ailleurs. Et donc, ce n'est pas manié avec diplomatie et avec soin. C'est fait de manière chaotique. Après, son secrétaire d'État, peut-être, pourra gérer un peu les affaires. Little Marco, what's his name? Little Marco Rubio. Make America Florida. Oui, Oui, moi, donc ça, vous satisfait pas vraiment. Pour moi. moi, C'est- je pense c'est à qu'en fait, Floride, votre Marco Rubio. question s'adresse moins aux Américains qu'aux Européens. C'est qu'est-ce que nous serons capables de dire ensemble ou pas, comment est-ce qu'on envisage notre avenir, parce que de toutes les façons, Donald Trump envisagera l'avenir des États-Unis sous le regard, les États-Unis avant tout, les histoires d'alliés et autres, il connaît moins, ça sera à un moment donné, quelle est la situation et où est mon avantage, c'est tout ce qu'il entend. Donc ça veut dire un peu l'Europe sans les États-Unis. Oui, ce sera Phase. ça. Parce que de toute façon, s'il veut négocier quelque chose par-dessus la tête de l'Europe, il le fera, y compris d'ailleurs par-dessus la tête de Il l'Ukraine. le fera de manière bilatérale, enfin il va essayer, non? Carrément. Parler Il va essayer et l'Europe n'aura pas la capacité de s'y opposer. Si demain Donald Trump dit à Zelensky et à Poutine il va falloir faire une concession territoriale, notamment sur la Crimée, personne ne pourra s'y opposer. Ça va être un deal entre deux personnalités, deux chefs d'État ou trois. Ce sera entre Vladimir Poutine et Donald Trump et l'Europe finalement n'aura pas grand-chose à dire. Alors Tout qu'elle va simplement. pouvoir donner quand même des garanties de sécurité, l'Europe. Non, mais aux des garanties de Ukrainiens. sécurité, c'est Zelensky qui en veut. Mais vous pensez bien que certains pays ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Et le premier d'entre eux, c'est le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui est encore au pouvoir. Il ne veut pas que ce pays rentre de l'OTAN, d'autres aussi comme ça. Donc en plus, là encore, il y a une division des Européens, ce qui fait que Donald Trump aura d'autant plus un rôle central dans la résolution de ce conflit. Donald Trump sera donc investi le 20 janvier, dans 2 semaines exactement. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour d'avoir été avec nous ce soir. Hélène Kuntz, merci Patrick Martin-Génier pour ce décryptage de cette certification de l'élection de Donald Trump qui a lieu donc au Congrès. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également en podcast. À demain.